Merci. Merci beaucoup. Elvis, d'être là avec nous. Bonjour. Bonjour. Le film a été projeté hier et nous avons déjà commencé avoir un débat avec le public. C'était pas très long, mais c'était un début. Et comme de coutume, le principe ici, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ta filmographie, de ton parcours, des tenants, les aboutissants de ton film. Sachant que tu fais partie de cette catégorie de cinéastes qui ne parlent pas beaucoup, parce qu'ils ne sont pas bavards, oui. Et que quand ils parlent peu, mais ils parlent bien. Et il y a des choses très intenses qu'on aimerait développer. Oui. Je donne juste comme exemple, j'en parlais encore hier avec une amie. Moi, je ne savais pas du tout, et personne ne savait qu'au cours du film, il y a une accélération des événements de ce documentaire qui a finalement presque changé l'objectif que tu t'es fixé au départ. Donc, c'est déjà quelque chose de très important. Oui. Nous n'avons pu l'avoir que quand on lui a arraché, comme ça, presque violemment, la parole. Donc, voilà. Alors, si tu veux bien, on va parce que ton parcours, il est très intéressant aussi. Tu fais partie d'une génération qui nous intéresse beaucoup, les années 80, génération de cinéastes, documentaristes et pas seulement. Qu'on voit arriver là maintenant avec des thèmes nouveaux, une approche nouvelle, mais vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc on aimerait un peu savoir, parce que tu ne viens pas forcément du cinéma, tu es né en 85, est-ce que tu peux nous parler de ce parcours, comment de l'école tu passais au cinéma, à la faveur de quoi, et voilà, de façon un peu plus détaillée. D'abord, je remercie... Je tiens vraiment à remercier le festival, le public d'ABS pour leur accueil. C'était vraiment très chaleureux. Depuis que je suis là, je suis bien accueilli, bien soutenu. Et je pense que je tiens à remercier le festival et pour la sélection de mon film, Le Fardeau. Parlons de... Plus fort. Parlons de mon parcours. Je pense que... Enfant, j'étais déjà passionné du cinéma. Passionné du cinéma par le biais de ma grand-mère qui m'a élevé après que ma mère est partie en France. C'est elle qui m'a transmis toutes les valeurs, toutes les connaissances nécessaires. Et je pense que pour moi, le cinéma, ça a débuté par des contes. Le soir de ma grand-mère qui nous racontait des histoires imagées et qu'on écoutait le soir autour du feu. Et ça nous a transformés, ça a fait développer notre esprit. Et quelques années plus tard, ma mère m'avait emmené dans sa province natale. Et on était partis là-bas, c'était riche et beau. Et là, j'ai découvert pas mal de choses. Et c'est ça qui a fait aussi ma force. Et enfant, je ne savais pas que j'allais devenir cinéaste, réalisateur, mais j'avais déjà acquis certaines connaissances de films. J'adorais les films. On adorait voir des films à la télé, sur petit écran. À l'époque, c'était des écrans blancs-noirs et on n'avait pas de télé. Et on allait chez les voisins chaque dimanche à la télé, on présentait des films. Alors pour avoir accès à ces films-là, souvent, il faut passer par des négociations. Pardon, tu dis, c'était plus à Bangui là? C'est à Bangui. Ah, tu dis, avec ta maman, tu es parti... Ma grand-mère, on était parti en province et on est revenu. Ah, d'accord. Ouais, j'avais entre 10 et 11 ans. Et la télévision, c'était important pour nous. Le dimanche, chaque dimanche, on programmait un film vers 15h. Et souvent, on ne nous donnait pas accès, les voisins. Et ceux qui ont la télé, c'est la richesse, c'est la valeur. Donc, du coup, on allait souvent... On est en 96, Non, on est dans les années 94, 92. Et la télé était encore en noir et blanc? Noir et blanc, oui. Et je me souviens, on avait un poste téléviseur blanc-noir.
qu'on suivait chaque dimanche. Bien avant, on n'avait pas ça, on allait chez les voisins pour suivre les films. Et on suivait des films westerns, des films américains, des films français, de Louis de Funès, et avec nos sœurs. Et c'est ça que vraiment, ça m'a forgé. Petit à petit, ça m'a donné cette passion-là d'aimer le cinéma. Et je pense que durant mon parcours à l'université, arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte que en Centrafrique, il n'y avait pas de structure cinématographique. Nous, on suivait beaucoup plus des films qui venaient des pays comme le Nigeria, des pays voisins. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer un truc, faire des films locaux pour véhiculer notre culture. Parce que ces films qui viennent d'ailleurs, ça véhicule d'autres réalités, d'autres cultures, d'autres traditions. Et du coup, après mon bac, c'était en 2005, j'ai eu mon bac. Après, je traversais un moment difficile, c'était la disette. Et je me cherchais. Et du coup, je me suis d'abord essayé en écriture. Et ça ne marchait pas. En quoi? En écriture, scénaristique, oui. Ouais. Romanesque plutôt, ça ne marchait pas. C'était un peu dur, le début. Après, c'était comme un coup de chance. On avait organisé en 2011 un atelier de consolidation de la paix. Parce qu'il y avait eu une guerre en Centrafrique et on a organisé cet atelier vraiment pour réaliser un film, pour sensibiliser. Et du coup, moi, mon idée, quand je suis allé pour me présenter, candidater à cet atelier, c'était pour faire un atelier de roman. Et quand j'étais arrivé, brusquement, on a dit qu'on a déjà retenu la liste est déjà close pour l'atelier écriture. Du coup, on m'a proposé, il n'y a que l'atelier cinéma. J'ai dit, ah, mais je ne connais rien dans le cinéma. Je ne connais rien dans le domaine du cinéma. Que faut-il faire? Bon. J'ai dit, bon, comme je suis là pour travailler, bon, je vais tenter ma chance. C'est comme ça que je suis allé dans l'atelier. Et à l'époque, il n'y avait que l'équipe de la télévision. Il n'y avait que l'équipe de la télévision, télévision privée, télévision publique qui travaillait dans cet atelier. J'étais le seul étranger, quoi, je pourrais dire. Et j'étais venu, notre formateur, c'était un Congolais. Et du coup, on a commencé la formation. Et j'étais arrivé en retard et on nous a demandé d'écrire une histoire qui raconte la Centrafrique. Mais tu avais déjà fini tes études supérieures? Oui, j'avais déjà fini mes études de géologie. De géologie, c'est ça. Oui. Non, pas encore de géologie. Parce qu'en 2005, après le bac. Ah, juste après le bac. Oui, j'ai cessé les études pour quelques moments. C'est ça, d'accord, ok. Et du coup, j'ai écrit l'histoire. Et à la fin de la proclamation, parce qu'il fallait retenir 2 histoires pour financer. Et du coup, mon formateur, il s'est levé, il a dit, mais lui, il est le paradoxe de la formation, mais c'est lui qui a écrit le meilleure histoire. Et je retiens son histoire. Et tout a commencé pour moi comme ça. Et du coup, on a eu le financement de l'OIF, je pense de l'UNESCO à l'époque, pour la réalisation de ce film-là. Et je me rappelle à l'époque, on m'a dit, toi tu es stagiaire, tu n'as aucun droit au financement de ce film-là. Et j'avais la motivation, je voulais apprendre vraiment. Et j'étais allé sur le terrain en tant que stagiaire, j'ai appris comment les gens font la réalisation, comment ça se passe sur le terrain, tout ça. C'est là que j'ai appris. Et à partir de cette expérience-là, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une association de cinéastes centrafricains? C'est à partir de là qu'en 2011, j'ai mis en place cette association. Nous, on a d'abord commencé dans la fiction. C'était difficile, mais pour moi, j'allais sur Internet, je cherchais des informations, des scénarios des autres. Je ne connaissais pas comment écrire, mais pour nous, avoir un papier, on imprime, on essaie d'imiter, de voir comment faire. Et j'ai commencé comme ça avec les amis du quartier. On a écrit
une fiction, un court-métrage. On a proposé à la télé et la télévision, ils ont accepté, ils nous ont donné du matériel, on a tourné. C'était mon premier court-métrage fiction et on a réalisé ça avec les moyens du bord et on a présenté à la télé. Les gens ont adoré, les gens ont aimé et jusqu'alors, c'était en 2012. Ce film continue à être diffusé à la télé et c'était ma première réalisation. Et après ça, c'était toujours la traversée du désert pour moi, c'était pas facile. Je me rappelle, mon cousin me disait, qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a rien dans le cinéma. Le cinéma ne va rien t'apporter. Et il avait raison. Il m'a dit, retourne faire tes études. Et c'est à partir de là qu'en 2010, je suis retourné encore dans les études. De 2010 jusqu'à 2016, j'ai eu ma maîtrise en géologie. Et maintenant, je me cherchais encore, je me cherche. Et en 2017, j'ai vu qu'on organise un atelier. Les ateliers Varon sont arrivés. Donc, ils ont proposé une formation de 7 semaines. On va retenir 10 candidatures. Il y avait tellement d'engouement. Il y avait 200 candidatures pour 10 places. Ouais, pour moi, c'était vraiment ma dernière chance, le rendez-vous de la dernière chance, comme on l'a dit. Et j'ai présenté ma candidature. Et je me rappelle à l'époque, moi je suis un peu chrétien. Pas un peu, mais je suis chrétien. Donc, à l'époque, pour moi, pour gagner cette bataille-là avec 200 candidatures, c'est énorme, quoi. J'ai pris le jeûne Esther, donc qui constitue à ne pas manger 3 jours, 3 nuits, sans boire ni manger. J'ai fait ça, oui. Et le jeûne Esther, oui, oui. Du coup, j'ai fait ça. Et au 3e jour... Quand tu dis chrétien, c'est l'église... bon, moi, je suis chrétien catholique. Ah, catholique, ok. Oui, oui. Du coup, vers le 3e jour, j'ai eu un songe. Dans le songe, je me vois en train de travailler avec une femme blanche. On est en train de tourner un film. Et effectivement, une semaine après, pendant la proclamation, j'ai reçu à cet atelier, on m'a retenu et c'est là que tout a commencé. C'était en 2017. Et tu as eu la chance de tomber sur un encadreur qui est un cinéaste connu, important, oui. qui est maintenant célébrissime, Oui. qui a fait l'histoire de ce label. Et c'est lui qui t'a encadré. Oui, c'est Boris Lochkin, que je tiens vraiment à beaucoup remercier. Oui, qu'on voit dans le générique. Oui, c'est grâce à lui. Parce que les ateliers Varan en Centrafrique. Boris, l'histoire de Céliman, vous voyez le film là, qui vient de sortir là. Ouais. Il est français. Il est français. Ouais. Il a réalisé Ops. Ouais. Ops, c'est son premier film. Ouais. Camille. Oui. Camille, et c'est le 3e film. Il fait de très beaux films. Oui. Ah ouais. Oui. Donc, avec lui, c'était lui notre formateur principal, avec Daniele Incalcatera, qui lui également est italien. Et on a commencé les ateliers, c'était en 2017, 7 semaines de formation. C'était rude, c'est difficile, c'était pour moi la première fois de toucher à la caméra, de travailler vraiment avec les professionnels. Et on a tenu le coup, on a réalisé à la fin de l'atelier, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Dr Jefferson. C'est une histoire, l'histoire d'un faux docteur qui travaille dans les quartiers, qui aide les gens et qui est confronté à sa réalité. L'État qui cherche à démanteler ces groupes de personnes qui travaillent dans l'inégalité. Donc, j'ai suivi son parcours jusqu'à l'abandon de son travail. Là, c'était là mon premier film.
Et on avait organisé deux ateliers à l'époque. Le second atelier, on devait réaliser un film de 50 minutes. Je me rappelle à l'époque, et il fallait rester juste dans la capitale, réaliser le film. Et moi, j'ai dit à mes formateurs, je ne vais pas rester dans la capitale pour réaliser mon film. J'aimerais aller en province, dans les profondeurs, chercher une idée, chercher une histoire pour raconter. Mes formateurs n'étaient pas d'accord à l'époque parce que le financement était limité. Du coup, je leur ai dit, j'ai mon association, je demande un peu de financement au gouvernement et ils vont m'aider, ils vont me donner le financement. Entre-temps, j'avais demandé un financement effectivement au niveau du ministère. On m'avait donné un financement de 1 million, le financement que je n'ai jamais eu. Donc j'ai fait la proposition à mes formateurs que j'aimerais vraiment aller filmer hors de la capitale. Et tu pensais déjà aux Pygmées ou... Je pensais réaliser un film sur les conditions d'études des jeunes filles dans des zones isolées, difficiles d'accès, parce que en Centrafrique, il y a pas mal de filles mères qui continuent les études. Et leur histoire m'intrigue, à la fois aller à l'école, revenir, prendre soin de son bébé, et le bébé abandonné souvent par le papa. Donc moi, j'ai voulu au départ réaliser le film sur ces conditions, les conditions de ces jeunes filles. Et j'ai parlé à Boris et ils ont accepté. Bon, ils m'ont dit, bon, ils ont accepté. Je leur ai dit, je vais autofinancer une partie du film. Ils ont accepté. C'est là que je suis allé dans le sud de la RCA, à 200 km, je pense, de la capitale. Donc je suis parti, j'ai voulu, comme je l'ai dit, travailler avec plusieurs élèves qui ont différentes difficultés. Et j'ai trouvé les filles, mais effectivement, j'ai trouvé un garçon qui parcourait des kilomètres. C'est un handicap, il est handicapé, il est en situation de handicap, qui parcourait une vingtaine de kilomètres pour venir à l'école. Pygmée, Kaka. Non, il n'est pas à Kaka. Ah, Kaka, ouais. Oui. J'ai voulu travailler avec différents genres d'élèves, avec leurs différents types de situations. Donc, du coup, je suis tombé sur André et Albert également. Et tous m'ont raconté leur histoire. C'est l'histoire de Makongo que vous avez vue, sans doute. Oui. Chacun m'a raconté leur histoire, les vécus, tout ça. Et du coup, l'histoire de André et Albert m'a vraiment intrigué. Et je suis rentré avec plein d'histoires. J'ai écrit et j'ai trouvé que vraiment l'histoire de André et Albert sortait du lot. Donc j'ai retenu ça. Et c'est là que tout a commencé avec Makongo. J'ai commencé à travailler. Et mes formateurs me disaient, on va faire juste un film de 40-45 minutes. Donc, on nous limitait comment dirais-je, les minutages pour tourner. Il faut aller filmer telle minute et apporter tout ça. Moi, quand j'allais en province, je ramenais des tonnes de roches. Et à l'époque, je me souviens, j'étais devenu presque la risée des autres parce qu'on limitait les minutes. Moi, je ramenais des tonnes de roches. Tu dépassais la limite. Oui. À chaque fois, c'était ça. Et les autres se moquaient de moi, même mon formateur, tout ça là. Et à la fin, curieusement, mes formateurs, Boris, il a dit, lui, il est opiniâtre, mais c'est lui qui a fait le bon boulot à la fin. Son film, ce n'est pas un film d'école, mais c'est un film international. Il a déjà dit ça. Il a dit ça à la fin. Et c'est comme ça qu'on a sorti mon film du lot, pour me permettre d'avoir, grâce à Daniel Nkakatera, l'autre formateur, on a pris le film, on a cherché les conditions, on est allé chercher le financement auprès de l'Union européenne, de la Centrafrique. On a organisé une soirée, on a présenté le film et l'Union européenne a accepté de financer. Ok, ça nous place déjà dans la perspective du film, parce qu'on a comprend l'approche, c'est-à-dire opiniâtreté, mais en même temps
pas de préjugés au départ, c'est-à-dire tu es prêt à changer d'avis, tu as un projet au départ, ensuite tu vois autre chose et tu y vas. Oui. C'est exactement le sentiment qu'on a dans ce film, c'est-à-dire on a l'impression, quand tu filmes, là, pour parler du fardeau, hein, parce qu'il faut qu'on en parle, oui, oui. On a l'impression que, mais constamment, c'est peut-être ça qui frappe dans le film, qui peut-être déconcerte, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de ça, et qui donne du film son lustre et sa valeur, c'est que il n'y a pas de préjugés. On n'a pas l'impression que... On prend une scène, hein, la scène du miracle qui ne se réalise pas. Oui. C'est une scène essentielle. Quand l'apôtre lui dit, il lui dit, ça y est, tu vas guérir, lève-toi, tu vas marcher, etc. Et évidemment, nous, laïcs ou athées ou sceptiques ou anti-superstition et tout, on se dit, bon, c'est la connerie là, c'est de là. Or, ce qui est frappant, c'est que ta manière de filmer semble supposer que tu peux y croire, c'est-à-dire que ça peut arriver, sauf que ça n'est pas arrivé. Et ça, on le sent dans le film, tout le temps et constamment. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout des préjugés ou une idée arrêtée qui fait que tu es exclu de ce que tu montres, des choses qui étriquent le film et qui l'enferment. Ça, c'est très étonnant. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche par rapport à ton cousin, quoi, et ça, enfin. Bon, d'abord, pour le film, comme étant croyant, tout ce qui se passe dans le film, j'y crois. Dieu agit de différentes manières, comme je l'ai dit dans le film. Souvent, on s'est dit, on va à la quête de la délivrance divine, mais Dieu a donné autre chose. Pour moi, quand je filmais avec ces gars-là, quand l'apôtre demande à Rodic de se lever, moi je fais corps avec l'apôtre aussi, étant chrétien, avec ma caméra, je fais corps. Je cherche également, je veux vraiment que Rodic se lève, marche à nouveau. Donc je fais corps avec lui. Donc ça se sent même dans la caméra, ma présence, ma prière également derrière cette caméra. C'est important pour moi. Et comme je l'ai dit hier, on a demandé la guérison divine, mais Rodic, il n'a pas reçu cette guérison. Rodic et Reine, le couple. Mais pour moi, la guérison, ce que Dieu a fait dans leur vie, ils vivaient dans la cachette. Ils étaient isolés, cachés. Ils avaient peur, ils avaient honte de parler de leur maladie devant les gens. Mais à travers ce film-là, au départ, ce n'était pas ça, aller jusqu'à parler devant leur communauté de leur maladie. On n'avait pas ça en tête. C'était pour nous de réaliser un film, rester en interne, dans leur intimité jusqu'à la fin. Mais on s'est dit, bon, de toute façon, on filme, à la fin, les gens vont voir, le public va voir, ça n'a plus la peine de se cacher. Et je leur ai parlé de ça, et par la force de la chose, ils se sont dit, oui, c'est vrai, mieux vaut aller parler de notre maladie devant les gens. Et ils ont eu cette force-là, ce courage d'aller devant. Ça m'a donné vraiment la chair de poule le jour où ils sont allés parler devant leur communauté. C'était fort pour moi. Et pour moi, c'est cette guérison-là. Ils sont guéris, ils se sont libérés. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus honte de parler de leur maladie devant les gens. Donc pour moi, le miracle a eu lieu. Et ce miracle, c'est le moment où le couple a parlé publiquement de leur maladie. Et le film a dissipé la honte. Effectivement. Bon, alors peut-être, je ne sais pas, j'imagine que le public, c'est comme là, vous êtes là, peut-être que vous avez des questions à poser. Juste une question d'abord. Le premier formateur que tu as eu, quel est son nom? J'ai pas gardé en tête son nom. D'accord, c'est pas quelqu'un qu'on connaît par ailleurs. Oui. Et je cherche même à le retrouver parce que c'est aussi grâce à lui que
que je me suis forgé. Il m'a donné cette chance. Il m'a dit, tu as la force d'un réalisateur. À l'époque, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'un réalisateur en tant que tel. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre tous ces gens qui m'ont poussé, qui m'ont aidé. Je me rappelle également lors de ma première fiction, moi je suis quelqu'un de un peu, comment dirais-je, je suis quelqu'un d'effacé, un peu timide. Et je me rappelle lors du tournage de mon premier court-métrage, il y avait un ami qui est décédé, paix à son âme, qui me disait « Elvis, on fait tout ça pour toi ». Et je ne comprenais pas ce message, mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre. Tout ça on fait tout ça pour toi. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre. Il y avait un grand frère de la télé qui lui aussi également décédé. Il me disait toujours ça, on fait ça pour toi. Aujourd'hui, je me retrouve là. C'était des grands frères qui étaient bien avant dans le cinéma, mais ils n'ont pas percé. Pour arriver à ce niveau que je me retrouve là aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, je tiens vraiment à leur rendre hommage, à tout ce monde qui m'ont aidé. Et pour parler également du réalisateur congolais que j'ai un peu oublié le nom. Si je peux continuer, j'ai une autre question. Actuellement, il y a un film qui s'appelle Touriste, qui est une coproduction entre la Russie et la Centrafrique, qui est un peu à la gloire de l'action des Russes en Centrafrique. C'est un long métrage. Tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça a été projeté? Est-ce qu'on l'a vu? On en parle beaucoup dans les journaux, en tout cas. Oui, moi, honnêtement, je n'ai pas vu ce film-là. On en a parlé, et puis vu la situation en Centrafrique, entre la Russie, entre le groupe Wagner, avec la population, tout ça, avec respect, je me suis mis un peu en retrait de tout ça. Je n'ai pas vu le film, pour être honnête. Mais il passe dans les salles de cinéma. Enfin, bon, en Centrafrique, on n'a quasiment pas de salle de cinéma. La seule salle de cinéma qui existe, c'est à l'Alliance française de Bangui, où les films sont projetés habituellement. On n'a pas de salle. Peut-être les projections se passent, on organise dans des lieux publics, c'est dans des lieux publics, mais c'est des choses rares. Il n'est pas passé à la télévision, par exemple? Non, pas du tout. Donc, on l'avait passé une fois au stade 20 000 places. Il y avait beaucoup de gens qui étaient partis voir le film, mais je n'étais pas parti avec ma famille. Et alors, pardon, pour revenir au film, parce que nous, d'ici, souvent, quand on critique les films qui viennent d'Afrique, enfin du Nord ou de l'Est ou de l'Ouest, peu importe, il y a des choses, des comme ça, dans la bouche, dans la plume des journalistes, des formules comme ça, toutes faites. C'est fait pour les Occidentaux. Ce film, il est fait pour l'Occident. Et est-ce que, quand tu as commencé à filmer ce sujet-là, du sida, là-bas, est-ce que tu avais en tête déjà, est-ce que tu as pensé d'une manière ou d'une autre au public auquel ce film va être destiné? Bon, pour moi, je pense que faire le film, c'est d'abord m'adresser d'abord à mon public, à moi, en Centrafrique, et ensuite au public occidental, si on peut dire. Et c'est ce problème-là, le choc identitaire, c'est normal. Je pense que dans des projets, souvent, on a des problèmes pour ça, il faut le dire. Pour avoir du financement, souvent, il faut écrire pour que ça concorde avec la réalité occidentale. Mais notre réalité à nous... Excuse-moi, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux nous donner des... Parce que nous, je pense que nous, réalisateurs africains, on a nos idées, oui. On a des choses à transmettre. Et cette idée de faire pour que le public européen puisse comprendre, ça nous coince souvent. Et nous, dans notre tête, c'est essayer de vous transmettre quelques connaissances que vous lirez. Mais vous allez
à travers votre regard, votre intelligence, découvrir. Parce que le public européen ou occidental n'est pas médiocre. Pour moi, l'idéal, c'est parce qu'on manque de financement. Moi, souvent, pour être sincère, souvent quand j'écris, on me dit le public européen ne va pas comprendre. Ça me frustre souvent. Parce que souvent, quand je regarde des films, les Harry Potter, tout ça, là, c'est des histoires européennes. Moi, je n'ai aucune connaissance de ces histoires-là, mais je cherche à comprendre. Je regarde ces films, même si je n'arrive pas à en comprendre, je regarde 2, 3 fois, et je dis, ah, c'est une nouvelle découverte. Et il est important, même si l'Occident nous donne du financement, de l'aide pour réaliser nos films, il faudrait que les films cadrent avec notre réalité. Il faudrait que nous arrivions à faire connaître à ce public, à ce beau public, notre réelle réalité. Oui. Parce qu'à chaque fois, il faudrait que le film cadre avec le public. Non, vous êtes des gens intelligents. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire, excuse-moi, qu'est-ce qui te fait dire que quand les Occidentaux donnent de l'argent, ils veulent que ce qu'on fasse soit conforme à l'attente du public occidental? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Parce qu'il y a des choses, il y a des formes cinématographiques et souvent on essaie de le faire et on dit que le public européen ne va jamais comprendre. On dit ça? Oui. Bon, je me demande souvent pourquoi on dit ça. Le public européen, vous n'êtes pas naïf, vous savez. C'est comme si ils méprisaient leur propre public, quoi. Voilà. Oui. D'accord. Pour moi, il faut, si le financement est bien, quand on a cette lassitude-là de travailler, de présenter notre réalité, notre tradition, notre culture, de le faire partager. Ouais. Excuse-moi de revenir au film, parce qu'on a quelque chose de très vivant et de très matériel, de très important. Là, devant nous, c'est ton cousin, là. Oui. Mais à aucun moment, jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'à la fin du film, on a le sentiment, je ne sais pas, à moins que il m'arrive de dormir dans les films, mais je l'ai vu, à aucun moment on a l'impression que c'est un parent à toi. Effectivement, oui. Je ne sais pas si ça vient de moi ou de lui, je ne sais pas. Peut-être c'est la réalité du terrain, de la réalisation. J'ai pris du temps avant de tourner avec Rudi Guérin, vraiment de me familiariser avec eux, de parler, oui. De l'importance du poids qu'ils portent, parce qu'ils représentent toutes les malades du sida qui sont stigmatisés, méprisés. Oui. Et ils doivent vraiment les représenter d'une manière, comment dirais-je, qui puisse vraiment pousser les gens à avoir un autre regard sur ces malades. Donc du coup, l'histoire de cousin, on a essayé un peu de... Ah oui. Donc j'imagine que tu as enlevé du film des choses qui auraient oui. montré que c'est un parent. Oui, effectivement. Oui. Il y a eu des moments où il y a eu des discussions entre moi, l'interaction entre moi et Rodrigue dans le film, mais on n'a pas montré ça. Et lors du montage, on a essayé d'enlever certaines séquences. Tout ce qui montre des liens de parenté. Des liens de parenté, oui. Même, on a eu pas mal de discussions avec mes producteurs. Pour moi, ils m'ont dit qu'il fallait mettre, parce qu'il y a un carton à la fin qui écrit noir sur blanc qu'il s'agissait vraiment de mon oncle, de mon cousin. Et pour nous, pour mes producteurs, l'idée, c'est de mettre ça au début. Moi, je n'avais pas voulu. Ah, ils voulaient que ce soit au début. Toi, tu n'as pas voulu. Je n'ai pas voulu. J'ai dit non, on le met à la fin. Pourquoi? Moi, j'ai voulu laisser le public. Pour moi, le public, c'est important. Qu'ils puissent découvrir le film, entrer dans le film. Et à la fin, ils vont découvrir qu'il s'agit de mon cousin. Pour moi, c'était
de se chercher. Je pense que beaucoup de gens se demandaient comment ce gars il a fait pour entrer dans l'intimité, dans la chambre. Je pense qu'en regardant le film, vous avez fait toutes ces idées-là. Et la surprise, moi, j'ai préféré garder ça à la fin. Mais tu aurais pu, pardon, Bernard, je te donne tout de suite la parole. Mais tu aurais préféré ne pas mettre ça du tout, non? Mettre pas du tout? Oui. Non, à la fin. Ah, c'est d'accord, ok, très bien. Je t'en prie. Oui, je voudrais revenir un peu sur quelque chose qui a été évoqué hier après votre film, sur l'authenticité que vous mettez dans ce que vous montrez, je n'en doute pas. Et je pense qu'avec Boris Lochkin, si c'est avec lui que vous avez travaillé, on a le même souhait d'authenticité. Mais là où j'ai eu un malaise, moi, en voyant le film, c'est que j'ai moins vu le côté de la question du sida et dont il était traité en Afrique que l'influence de l'Église, enfin du religieux et entre autres des églises évangéliques. Et quand on sait le poids que ces églises prennent à l'heure actuelle, à la fois dans le continent latino-américain, en Afrique, aussi aux États-Unis et tout, mon point de vue de spectateur a privilégié, avec la gêne que ça m'a provoqué, cette influence du religieux par rapport à la question que vous vouliez vous traiter à travers ce que j'ai compris que vous nous disiez sur le fait du sida qui doit être tué et qui n'est pas, et que le religieux va permettre d'évoquer. Alors moi je suis convaincu de l'importance des groupes de parole et du religieux, et je pense qu'il y a des gens qui, grâce aux communautés religieuses, peuvent s'exprimer. Donc je ne suis absolument pas surpris de cette existence-là et de le voir. Mais par contre, en tant que spectateur occidental, européen, je crains beaucoup cette montée du religieux. Et donc, je voulais savoir si vous aviez eu des retours dans ce sens-là de la part d'autres spectateurs pour indiquer qu'un film, on peut le faire avec un point de vue dans sa vérité à soi, mais qui peut être vu par les spectateurs d'une autre façon. Bon, la montée des églises du réveil, c'est une réalité en Centrafrique. Comme je vous l'avais dit hier, ces églises ont aussi leur part, ont un rôle important dans la société. Ils contribuent d'une manière ou d'une autre à réparer certains maux et en causer aussi d'autres. Et voilà, vous avez raison de vous plaindre de ça parce qu'aujourd'hui... C'est un ressenti. Oui. Aujourd'hui, en Centrafrique, c'est devenu un business. Oui. Les églises, c'est une triste réalité. On déplore ça au quotidien. Il y a pullulation des églises dans des quartiers qui ne sont même pas enregistrés au niveau du ministère. Donc, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut vraiment chercher à combattre. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'il y a aussi le rôle de l'argent. Enfin, moi, je voulais intervenir dans ce sens-là. Ça me gêne beaucoup, ce rapport à l'Église qui exploite des choses. Le sida, ça se soigne médicalement. Et là, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et il y a aussi, c'est l'argent qui est en jeu. Et c'est... Pour moi, c'est un peu une exploitation. Même si, dans votre film, on sent bien l'aide que ça apporte, hein, les relations, la relation très forte entre le couple, etc. Mais il veut devenir pasteur parce qu'il a besoin d'argent. L'apôtre joue beaucoup sur l'argent, enfin la quête d'argent.
Enfin, moi, ça m'a gêné terriblement, ça, parce que, en plus, vous avez dit que l'État, vous trouvez qu'il n'intervient pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas, les soins sont gratuits. Ça ne me semble pas lutter positivement contre le préjugé du sida. Dire c'est parce que j'ai péché que j'ai le sida, ça part mal pour moi. Enfin, oui. Voilà. Oui, mais le film, il parle de ça. Le problème aussi, parle de ça, mais à la limite, il le présente pour moi, enfin c'est subjectif, un petit peu trop positivement. Même si les femmes, il y a une communauté, ils se soutiennent, etc. À la base, pour moi, il y a quelque chose qui est faux et qui est dangereux. Enfin, je dis, c'est vraiment mon opinion, je me permets de... En Centrafrique, vous savez, les gens sont trop croyants, surtout les femmes. Enlever de la tête de quelqu'un qui est très croyant que là, c'est de l'exploitation. Tout de suite, cette personne va se retourner contre toi, te dire que tu es un diable. Oui, j'ai bien compris. Mais je me dis qu'il faudrait lutter un petit peu. Enfin, oui, mais c'est dangereux dans un documentaire aussi de dénoncer. Qui dit qu'il a raison de dénoncer? Oui. Mais c'est bien de faire confiance à l'intelligence des spectateurs qui peuvent dénoncer ceci ou cela. Et je pense que moi, personnellement, excusez-moi d'intervenir comme ça, mais je pense que la valeur de ce film est précisément dans le fait qu'il restitue la réalité telle qu'elle est, et à vous, à moi, chacun, de dire « Ah, c'est ceci, c'est cela, il y a l'argent », et tout cela est là, tout cela est là, il ne l'escamote pas. Il aurait dénoncé, il aurait créé un voile, et ça aurait déformé la réalité. Moi, j'ai vu plusieurs films dénoncer je comprends. Cette triste réalité, mais moi, j'ai voulu vraiment rester dans l'objectif, dans mon objectif, suivre vraiment ce couple-là, pour voir si vraiment ce miracle-là existe. Attendez, parce que tout le monde veut prendre la parole. Excuse-moi Olivier, parce qu'il y a Marie, après je te donne la parole. Là. Ah oui, vas-y, allez, si tu vas présenter, pardon, vas-y. Oui, il y a une présentation de film à 11h. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, juste pour rebondir sur la conversation qu'on entend là, moi ce qui me paraît quand même très important et qu'on voit très très bien dans ton film, c'est la pertinence de la croyance pour la vie des gens. C'est-à-dire que nous, on va avoir, en tant qu'occidentaux, qui évoluons sur ces choses-là d'une manière dont on peut discuter, mais en tout cas, la question de la croyance est très différente ici, et du coup, comprendre que la croyance est importante pour un autre peuple et qu'elle le structure, ce qui est fondamental dans l'histoire africaine, et notamment d'Afrique centrale, Congo, etc. Kasavubu, etc. C'était des prêtres. Donc, si on lit les livres de l'anthropologue, il s'appelle Balandier, il montre à quel point la religion est structurante de la société. Et également un facteur de résistance par rapport à un État qui ne fonctionne pas, par rapport, etc. Donc moi, ça me semble extrêmement important de voir ça sous cet angle, et je trouve que le film le montre très bien. C'est-à-dire parce que justement, il respecte son sujet. Merci Olivier. Pardon. Après, je vous redonne la parole à tous. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vais vous donner la parole. En fait, très rapidement, je vais rebondir parce que c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très très fort, c'est les espaces solidaires que ça crée. Alors c'est vrai que ça se structure autour de la religion, et pour nous, occidentaux éclairés, qui avons un regard sur la question religieuse, des fois ça peut... c'est vrai qu'on peut avoir un regard critique par rapport à ça. C'était une blague, occidentaux éclairés. Mais... on peut avoir un regard critique par rapport à ça. Moi, par rapport, par exemple, à la petite fille et ces histoires de sorcellerie, c'est vrai que c'est quelque chose qui me crispe, avec lequel j'ai du mal et que j'ai pas encore très bien... Enfin, que j'ai du mal à appréhender. Mais l'espace solidaire de ces femmes, moi, j'ai trouvé, par exemple, au moment où elle va voir les femmes qui lui donnent le fauteuil roulant, le fauteuil roulant, j'ai l'impression que c'est le moment fort du film, en fait, où vraiment, là, elle trouve une force solidaire qui est incroyable. Et je trouve que ce film parle de ça, quoi, des espaces solidaires qu'on va créer en dehors de l'État, en dehors des sentiers battus, que ce soit
parce que c'est structuré avec la religion. Voilà. Mais peu importe. En tout cas, je voulais dire ça m'a beaucoup touchée. Par contre, une petite critique, si je peux me le permettre. Oui, allez-y, on est là pour ça. Sur l'histoire de dire que c'est votre cousin à la fin du film. Moi, je dois dire que peut-être j'aurais préféré le savoir au début, tout simplement parce que j'ai été un peu gênée parfois par l'intimité, l'espace intime qui est là, et où je me suis sentie des fois, parfois un peu voyeuse, où j'étais un peu gênée. Voilà. Mais voilà, quand il vomit, ou quand... voilà, des moments comme ça, c'est pas que... Mais je me suis dit, oh là là, mais dans quel espace je rentre là? Voilà. Et peut-être si j'avais su au début que c'était votre cousin et que vous y êtes allé parce qu'il y a cette proximité avec lui, j'aurais été un petit peu moins dérangée. Mais bon, c'est personnel, c'est subjectif, et voilà, je le dis comme ça. Oui. Moi, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre film, surtout sur la façon dont vous filmez, cette proximité ou intimité, fluidité également, et pour la qualité et la beauté des images, de la mise en scène. Enfin, j'ai vraiment... c'est un documentaire, mais c'est un peu, je l'ai perçu un peu comme une fiction, enfin quelque chose... j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voulais savoir comment va Rodrigue maintenant. Rodrigue, Rodrigue, il est toujours sur fauteuil roulant. Oui. Ce qui est sûr, il ne pourrait plus remarcher. Oui. Et c'est toujours Reine qui s'occupe de lui, de la famille. C'est Reine la force. Comme vous voyez également dans le film, c'est elle qui tient la famille. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, en tant qu'humainement, souvent, je leur apporte un peu de moyens pour leur suivi, mais ce n'est pas facile pour le couple. Mais il tient le coup, c'est l'essentiel, c'est ça. Ma tristesse, c'est que son handicap est arrivé au moment où je tournais le film. Oui. Et c'est ça qui me choque à chaque fois. Chaque fois que je passe lui rendre visite, ça me revient en tête. Parce que quand on a commencé le film, il était bien portant, il marchait. Et puis, au moment où, en plein milieu du film, il y a eu cette rupture, ce choc-là, et puis tout est arrêté. Et puis, donc, du coup, c'est un choc pour moi. Sincèrement, je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce gêne-là face à la famille. Parce que même pendant le tournage, quand il était grabataire sur le lit, les familles se sont remontées contre moi parce que c'était inadmissible pour eux que je puisse continuer à filmer Rodrigue dans son lit de malade. Donc, moi aussi, c'était pas bien. À un certain moment, j'ai voulu arrêter, mais c'est Rodrigue qui, avec sa femme, m'ont dit on a déjà commencé un travail, il faut le finir. Et puis, on a tenu le coup, on a allé jusqu'au bout. Et merci aussi de montrer cette ferveur religieuse. C'est vrai qu'ici, ça n'existe pas. Ouais, cette ferveur-là, je pense que on en a besoin. On en a besoin. Mais que même si ça fait partie de la vie. Même si cette ferveur a son défaut, mais on en a besoin pour vraiment... parce que, comme l'a dit tout à l'heure, ça apporte cette proximité, cet amour-là. Il y a de l'amour dans cette vie religieuse. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Et ce qui frappe aussi dans le film, beaucoup, mais vraiment du point de vue de la démarche, hein, nous l'avons dit hier, mais je pense que on n'insistera jamais assez là-dessus, c'est comment à chaque fois, c'est le sujet lui-même qui, d'une certaine manière, je ne dis pas t'impose, mais te guide, t'oriente. Quitte à te surprendre, c'est-à-dire tu ne forces pas, parce que c'est ça, souvent le documentaire, c'est ça, on a envie d'avoir un point de vue, l'idée du point de vue, on veut avoir un point de vue, on a un objectif, on programme, la programmatique du documentariste un peu forcené, qui finalement déforme la réalité. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que tu ne t'attendais pas du tout à cette accélération des événements, c'est-à-dire que tu ne pensais pas qu'il allait aussi vite tomber malade parce que tu allais dans une autre direction, et tu as rattrapé. C'est ça, parce qu'on ne le voit pas forcément dans le film. On ne voit pas que... c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire c'est comment on peut à la fois être maître
de ce qui nous dépasse. Et je pense que ça c'est un principe essentiel dans le documentaire, qui garantit le respect des gens qu'on filme et la réalité. Ça, c'est très frappant. Parce qu'à un moment donné, effectivement, là, quand il commence, là, tu peux nous parler de cette situation-là où il a commencé, parce que tu ne l'avais pas programmé, oui, tu ne t'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Il était malade, la caméra était fermée à côté, et il était dans son lit, et puis quelque chose m'a dit de prendre la caméra. Et dès que j'ai allumé la caméra, il a commencé à vomir. Et j'ai pris ça comme ça. Il n'y avait pas mon preneur de son, il n'y avait personne. Et j'ai pris. Il y a des moments où c'est arrivé comme ça. Souvent, c'est ça qui fait ma force. Souvent, quand je réalise un film, les gens pensent que c'est de la mise en tête, c'est arrangé. Mais je ne sais pas, quand je prends ma caméra souvent pour filmer, comme si les matières se mettent en place elles-mêmes, comme ça. Et puis, je filme simplement. Souvent, quand je veux filmer, ce qui fait également ma force, je prends du temps à méditer, vraiment dans ma tête, à concevoir les choses dans la tête. Et du coup, à l'arrivée, souvent, c'est ces choses-là qui vont arriver. Parce que je l'ai conçu en tête, je l'ai pensé tout le long de la journée. Et puis, à l'arrivée, souvent... C'est curieux ce que tu dis, parce que toi, tu le dis modestement, très modestement et très simplement. Mais c'est quasiment une théorie, ça, du cinéma moderne. Enfin, je veux dire, Rossellini, c'est vraiment son principe, quoi. Il dit « j'attends ». Il dit « j'attends ». C'est-à-dire, c'est quand même un savant, c'était un grand technicien de la caméra, il savait tout, il connaissait tout, il lisait des tas de choses, c'est une encyclopédie, c'était une encyclopédie. Mais pour lui, quand il filme, il y a des moments où il doit attendre quelque chose qui va arriver. Donc la maîtrise n'est pas forcément la maîtrise technique comme on a tendance à le croire, comme on veut nous le faire croire à l'école, quoi. Que quand tu maîtrises la technique, tu maîtrises le discours, tu maîtrises la rhétorique, tu maîtrises l'idéologie, tu maîtrises la sociologie, tu vas faire un bon film. Alors que la maîtrise, elle est d'autant plus forte que quand elle fait intervenir l'intuition. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est comme si tu savais qu'elle allait vomir. Enfin, c'est curieux quand même ça. C'est-à-dire que tu as senti quelque chose qui allait se passer, qui allait se passer, et que c'était à ce moment-là qu'il fallait filmer. Voilà. Et du coup, souvent, je me dis souvent, le réalisateur documentaire, il faut avoir cette chance-là en soi, souvent, pour vraiment arriver à capter certaines réalités qui nous dépassent. Je pense que même avec Makongo, il y a la scène du décès de ce bébé-là. Moi, je ne m'imaginais pas ça dans la tête. Mais le jour du décès, j'ai filmé, mais cette scène-là est restée vraiment dans ma tête, gravée. Et tout le monde parle de cette scène-là. Quand je filmais cette scène-là, c'est comme s'il y avait une force qui était en moi, qui me dirigeait, qui me disait d'aller à gauche, d'aller à droite. Ce n'était pas vraiment moi. Et à chaque fois quand je tourne, je ne retrouve plus cette force-là qui me dirigeait, m'orientait pendant la séquence de tournage de l'enterrement de ce bébé. Donc souvent, le réalisateur du documentaire, vraiment, pour faire un bon film en documentaire, il faut souvent avoir la chance aussi de tomber sur des réalités qui s'apparentent vraiment à de la fiction. Parce que je pense que la fiction puise dans le réel. Donc du coup, pour moi, faire du documentaire, c'est aller chercher cette part de la fiction. C'est comme vous voyez dans ma manière de filmer. Pour moi, faire du documentaire, c'est faire la fiction. Ça, oui. Tout se passe dans la manière de filmer. Moi, j'aime filmer en long focal. Et du coup, ça donne des images presque fictionnelles. Donc, c'est ça qui fait souvent ma force dans la réalité. La fiction, c'est ce qu'on ne voit pas dans la réalité. C'est ce qui peut advenir. Voilà. Lola, tu voulais poser une question ? Oui. Non, mais en fait, ça me parle beaucoup ce que vous dites sur
finalement, à des moments, quand on fait du cinéma documentaire, il faut écrire des dossiers, on nous demande beaucoup d'intentions, des choses comme ça, très théoriques aussi, etc. Mais que finalement, quand on est en tournage, il y a cette chose dont il faut se faire confiance, ce qui n'est pas évident, mais de l'instinct. Et je crois que ça, c'est de l'instinct et je crois que c'est une intelligence humaine aussi. Le cinéma documentaire, ce n'est pas du tout que de la technique. Au contraire, la technique est secondaire. Des fois, on voit des films avec une caméra qui bouge beaucoup, etc. Mais c'est pas ça qui est important. C'est la présence du cinéaste ou de la cinéaste derrière la caméra avec les personnages, les personnes qu'il ou elle filme. Et je crois que c'est plutôt ça, en fait, la force du cinéma documentaire. Tout ça, ce que vous venez de dire, l'instinct, vraiment, ça guide le réalisateur documentaire. C'est ça qui fait sa force. Je pense que c'est ça qui oui, c'est le respect, c'est le respect, en fait. C'est le respect des gens, de la réalité. Oui. Oui, parce qu'on pense que ça se contredit avec l'intelligence. C'est drôle, quoi, parce qu'elle est de plus en plus artificielle, l'intelligence. On ne pense pas que c'est humain. Et nous, souvent, alors par rapport surtout à nos cinématographies à nous, parce qu'il y a un déficit de visibilité, donc on ne sait pas ce qui se passe, on n'en parle pas, parce que, bon, c'est un continent noir. Bon. Et du coup, forcément, on fantasme, forcément, on se construit dans la tête des scénarios, des idées coloniales, post-coloniales, anticoloniales, je ne sais pas quoi. Et on imagine des choses, donc du coup, la réalité, à la limite, on n'a plus besoin de la regarder. Et là, nous avons un exemple d'un film où la réalité, dans toute son intensité, son ambiguïté, son épaisseur, sa complexité, elle est là. Elle est là, et avec le respect qu'on doit aux personnages qui sont dans cette réalité. Et ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était une leçon. Une leçon... on utilise des mots, on parle d'humilité, de simplicité, des mots qui sont galvaudés. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile quand on tient des machines comme ça, quand on a ce pouvoir d'être un cinéaste, un technicien qui regarde pour les autres le monde et qui va pour donner un regard, un point de vue, va donner son point de vue. On peut complètement passer à côté de la réalité, quoi. Donc merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment un moment. Merci. Merci à vous. J'ai oublié à chaque fois de te le dire parce qu'on était avec les jeunes au Maroc, là à Marrakech, pour montrer des films. On a montré une fiction, on a montré le film de Youssef Chebbi, Ashkal, et on a choisi Makongo, qu'on a montré à Marrakech, et ils étaient impressionnés, les jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, ils étaient impressionnés par le film, par sa qualité. On a eu de beaux Donc merci de nous donner aussi ce plaisir et la possibilité de voyager aussi. Du coup, on a découvert Marrakech grâce à toi. Merci. On a fait du tourisme, un tourisme intelligent, culturel. Voilà. Merci encore, merci Elvis, et à la prochaine. Merci.